BFM TV va rencontrer Cécile Jougla. Petit reportage sur l'écrivaine. C'est parti. Cécile Jougla, bonjour. Vous êtes une écrivaine, mais aussi une éditrice. En quoi consiste le travail d'un éditeur ? Alors, pour faire simple, le travail d'un éditeur, on dit souvent que c'est un chef d'orchestre. Il travaille avec l'auteur en particulier pour l'aider à retravailler son texte, à le corriger, etc., à l'améliorer. Et puis, il travaille aussi à organiser toute l'équipe créative, qui comporte aussi un illustrateur, un graphiste qui met en page le texte. Et puis, c'est organiser tout ce travail. Il peut être aussi à l'origine d'un projet. Et à partir de là, il choisit la forme du livre, s'il a une couverture souple ou pas, le format, etc. Et puis, il décide d'une idée, il a une idée et il va faire appel à une équipe, un auteur, un illustrateur pour réaliser cette idée. Quelles sont les étapes pour qu'un livre existe ? Alors, la première étape, on va dire qu'il faut avoir l'idée. Dans le cas des enfants de la résistance, c'est la directrice de la maison d'édition Radio qui a eu l'idée d'adapter la BD en roman. Donc il faut une idée. Et puis ensuite, il faut une équipe, donc une éditrice, comme j'ai dit tout à l'heure, un auteur, un illustrateur, un graphiste. Et il faut écrire le livre. Donc on écrit, on fait un plan, ensuite on écrit le manuscrit. Et ensuite il est mis en... Alors il y a beaucoup d'étapes de dialogue entre l'éditeur, l'auteur, des étapes de relecture ensuite, de correction, d'amélioration. Et puis voilà, donc ça c'est tout un travail qui prend un certain temps. L'auteur écrit et puis ensuite est validé par l'éditeur. Et ensuite il y a la mise en page, donc on met le texte en page, on choisit quelle police de caractère, donc avec le dessin des lettres, la taille des lettres, etc. Comment on va placer dans les pages le texte, l'image, etc. C'est toute l'organisation graphique du livre. Et puis ensuite, une fois que... Alors, il y a encore beaucoup de relecture, de correction, etc. Et une fois que tout paraît correct et sans faute, et satisfait tout le monde, on l'envoie en impression. À partir de là, il part dans une maison d'imprimerie, il est imprimé. Et puis ensuite, il va être placé en librairie et vendu jusqu'à ce qu'il soit acheté par un lecteur. Elle explique bien. Est-ce qu'adapter une BD comme Les Enfants de la Résistance est compliqué ? Il y a des choses compliquées, effectivement, parce que adapter une BD, c'est en fait à la fois être fidèle à l'œuvre, à la bande dessinée d'origine. Donc il ne faut pas que j'invente des choses comme créer un personnage ou créer un nouvel épisode, changer quelque chose qui ne me plaît pas, ça je ne peux pas. Et en même temps, il faut aussi, moi je veux pas que l'adaptation ce soit juste un copier-coller de la bande dessinée, je veux que ça apporte quelque chose en plus. Donc il faut que je sois capable d'inventer, de créer des choses différentes, de traduire ce qui existe autrement avec le langage du roman. C'est pour ça que moi, par exemple, ici, j'ai décidé de choisir le point de vue de François, un des héros, et de raconter l'histoire de son point de vue à la première personne. Comme ça, pour moi, ça me permettait aussi d'entrer dans sa tête. Je devenais un petit garçon de 13 ans en 1940 et je pouvais imaginer ce qu'il ressentait par rapport à l'occupation, par rapport à la guerre, par rapport aux nazis, etc. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc c'est un travail très précis d'observation des images, de compréhension du récit et puis d'écriture. Et de faire en sorte que mon écriture, elle puisse vous toucher, vous les lecteurs. Et donc j'aime bien travailler la musique de la langue, etc. Donc ça prend du temps, mais ce que je trouve, c'est que c'est pas facile, je reprends, je refais, on corrige, etc. Mais ça reste un grand plaisir d'écriture, en fait. Et c'est vrai que d'être dans cet univers, c'est pour moi un grand bonheur qui a permis aussi de faire que je m'intéresse beaucoup plus à cette période historique, que j'ai écrit un album de fiction documentaire sur cette période
et que je lis plein d'autres livres aussi au sujet de cette période historique. Y a-t-il des obligations à respecter? Oui, il y a des obligations à respecter. L'obligation, c'est d'être fidèle à la bande dessinée. Je ne peux pas inventer des choses, je peux inventer des choses, mais pas transformer le récit, créer de nouveaux épisodes, inventer de nouveaux personnages, renommer les personnages d'une autre façon. Voilà, ça c'est impossible. Et de toute façon, tout ce que je fais depuis la première étape, qui est l'étape nous on appelle ça le synopsis, donc c'est un plan où je définis les chapitres qu'il va y avoir dans mon roman, jusqu'au manuscrit et à la mise en page. Toutes ces étapes sont validées par le scénariste de la BD qui s'appelle Vincent Dugommier. Voilà. Donc je ne peux pas m'amuser à recréer l'histoire. Mais j'invente des choses, j'apporte des choses en plus, etc. Une chose toute simple sur le tome 1, je n'ai pas raconté l'histoire dans le même sens. C'est-à-dire que j'ai inversé les chapitres. Dans la bande dessinée, on commence avec une partie de billes, les enfants sont en train de faire une partie de billes, la France est déjà occupée, la guerre est finie. Et ensuite, on repart en arrière, on explique ce qui s'est passé avec la déclaration de guerre, etc. Et moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je commence avec l'explication de la déclaration de guerre sur le premier chapitre, qui s'appelle Une sacrée gifle. Et ensuite, dans le deuxième chapitre, qui s'appelle La patrouille allemande, là, c'est la partie de billes. Et j'ai décidé de faire ça parce que de commencer avec un flashback dans mon roman, ça risquait d'être compliqué. Je risquais de perdre mon lectorat. Et du coup, j'ai décidé, dans ce premier chapitre, d'être dans un chapitre d'installation avec des personnages, en fait, qui sont présentés, un lieu qui est présenté, on sait à quelle époque on est, etc. Ce que j'invente, par exemple, j'ai décidé de raconter le récit du point de vue de François, un des héros, et ça me permet d'entrer dans sa tête et de développer sa psychologie. Par exemple, ici, je dis, l'idée que nos soldats partent au combat, ça me fait un drôle d'effet. Les questions se bousculent dans ma tête. Tout ça, dans la BD, on ne l'a pas, on ne le voit pas. Est-ce que notre village de Pontin-l'Écluse va être bombardé par l'aviation allemande? Est-ce que notre ferme va disparaître en fumée? Est-ce qu'il y aura des morts? Combien? Est-ce que tout ça, c'est pas dit en fait, on n'est pas dans la pensée de François dans la BD. D'ailleurs, il y a très peu de bandes, de bulles en fait. Vous savez, les bulles de pensée où on a des petits points au lieu d'avoir la flèche, d'avoir la pointe du phylactère. Là, on en a très peu. Je crois qu'on n'en a pratiquement pas dans cette BD. On a juste un François qui parle dans les cartouches jaunes de la BD, mais c'est un François qui a déjà vécu cette histoire. À un moment dans ce chapitre, je dis « Et ce jeudi matin, jour de congé, je prépare mes hameçons pour aller pêcher avec mon copain Eusèbe. » Ça, je l'invente. Donc j'imagine, c'est un moyen, moi, le roman, de raconter comment les enfants pouvaient vivre à cette époque, quelles étaient leurs occupations quand ils étaient en vacances, parce que là, on est en vacances. Là, par exemple, j'ai aussi, alors vite, mon père me demande de courir à la maison, de rapporter un broc d'eau pour les passagers, puis aussi un pot de pâté et ses fraises qu'on vient de cueillir. Ça, on ne l'a pas dans la BD. Et si j'invente ça, c'est un moyen à la fois pour montrer que le papa qui va être résistant par la suite, bon je révèle un petit peu des choses, ce papa-là, il est solidaire avec les gens, il n'est pas indifférent. Et en plus, ça me permet aussi de montrer, en disant qu'il va chercher un pot de pâté, qu'il doit aller chercher un pot de pâté et des fraises qu'on vient de cueillir, que eux, comme ils vivent à la campagne, ils ont de quoi manger. Et ils peuvent aider les autres qui viennent de la ville, ils peuvent les ravitailler. Donc c'est trois lignes, mais qui me permettent de faire passer des informations en plus. Je le regarde, donc il parle de son père, je le regarde, il se gratte le haut de la lèvre comme quand il est ému. Ben ça, je donne une particularité psychologique, physique au papa qu'on ne voit pas dans la BD. Et là, à la fin, effectivement, il y a une mare où il y a François qui dit à Eusèbe, bon, c'est pas tout ça Eusèbe, si on allait voir du côté de la mare des Essarts, c'est quand même le premier jour des vacances. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la BD. La mare des Essarts, je l'ai inventée. C'est une mare qui existe dans une région, dans un village,
où mon père a grandi quand il était enfant dans l'Oise. Il était né en 1938 et il a passé en fait toute son enfance dans ce village de l'Oise. Et je me suis un petit peu inspirée en fait de ce qu'il a pu me raconter, de sa vie à la campagne, j'ai utilisé certains éléments ou des sensations pour écrire ce roman qui se passe avec des enfants dans un village de campagne. Il y a aussi un passage, je donne des prénoms aux personnages qui n'en ont pas, par exemple, parce que quand on lit une BD, on voit le personnage, on se fait une idée tout de suite. Mais moi, dans le roman, on ne va pas obligatoirement le voir. Et lui donner un nom ou un prénom, ça permet de le faire exister aussi. Je peux le décrire, mais en lui donnant un prénom ou un nom, je lui donne aussi une identité. Donc par exemple, au moment où il y a la partie de Bi, je parle du chien et je lui donne un nom, je l'appelle Arsouille, Arsouille, le chien des Dumas. Voilà. Et il se trouve que comme on utilise qui nous entourent, comme j'ai utilisé les souvenirs de mon père, les Dumas, il se trouve aussi que ce sont mes voisins et qui ont aussi un chien qui s'appelle Arsouille. Voilà, c'est le genre de choses que je peux créer, où là, par exemple, d'un point de vue plus historique, je dis, au moment où je dis ça, Arsouille se sauve et je les vois arriver au bout de la rue, les Allemands, les Verts de Gris, comme les appelle mon père, les Boches selon ma mère. Et là, c'est un moyen aussi de faire passer de façon pas trop collée, de façon qui soit intégrée au récit. C'est un moyen d'indiquer comment on appelait les Allemands, comment la population française pouvait surnommer de façon pas très agréable les Allemands à cette époque-là. Voilà, c'est des petites choses comme ça que j'essaye d'inventer en plus. Comment avez-vous travaillé avec Ers, le dessinateur de la BD ? Alors, j'ai pratiquement pas travaillé avec Ers, le dessinateur de la BD, puisque en fait, moi, je travaille surtout le texte. Et mes échanges sont plus avec Vincent Dugommier, le scénariste de la bande dessinée. Puisque c'est lui qui a inventé l'histoire et c'est lui qui doit valider, voir si je ne m'égare pas, si je suis fidèle à son récit, à ses personnages. Donc c'est plutôt lui avec lesquels je suis en contact par l'intermédiaire en fait de mon éditrice. Et en fait par des échanges mails surtout, il valide en fait chacune des étapes depuis le synopsis, donc le plan en fait au départ, jusqu'au manuscrit, les étapes de maquette, etc. Benoît Hers, en fait, je vais pouvoir le solliciter si par exemple il y a une image, je me rappelle particulièrement d'une image d'une machine agricole que je ne connaissais pas et je pense que c'était lui qui la connaissait parce que pour faire ses dessins de façon très réaliste, il utilise beaucoup de documentation et cette machine agricole qu'il fallait que je nomme et dont il fallait que je connaisse l'utilité, en fait j'ai demandé à ce qu'on et je pense que c'est par le biais de Benoît que c'est passé, pour qu'il me précise en fait quelle était cette machine et à quoi elle servait. Pourquoi écrivez-vous pour les enfants et pas pour les adultes ? Sacrée question. Pourquoi j'écris pour les enfants et pas pour les adultes ? Je pense que j'écris pour les enfants parce que... Peut-être parce que le livre, quand j'étais enfant, était très important pour moi. Donc, il est associé à l'enfance, que j'ai adoré mes livres d'enfants. Donc, c'était aussi bien des albums de fiction, des romans, de la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, etc. Mais aussi des livres documentaires sur les hommes préhistoriques ou l'univers. Je pense que voilà, mon premier lien, évidemment, comme tout le monde, mon premier lien avec le livre, c'est avec les livres d'enfants. Et aujourd'hui, je crois que si j'écris, parce que je suis autrice, donc je suis novélisatrice de la bande dessinée, mais je suis aussi autrice de documentaires de livres documentaires pour les enfants. J'ai aussi réalisé un Kididoc, un livre animé, j'ai fait des livres animés, donc j'ai travaillé dans des domaines, j'ai fait des livres d'expériences scientifiques aussi, et tout ça en fait, le livre jeunesse, c'est
une forme qui peut être très variée. Tu as du livre animé, tu as voilà, toutes sortes de livres, et puis tu as du documentaire, donc de la fiction. Tu peux aller dans plein de genres différents. Et pour moi, je crois que faire des livres, c'est déjà les écrire, mais avant tout, c'est aussi se documenter et, avant de les écrire. Et c'est un moyen pour moi de répondre à ma curiosité. Et ça me permet d'apprendre sans cesse des nouvelles choses. Et puis ça m'oblige à chaque fois quand je vais dans un nouveau domaine, à un moment donné je suis aussi directrice, là c'est moins, mais je suis directrice d'ouvrage d'une collection de livres de philosophie pour réfléchir sur des grandes thématiques. Et ça m'amène à aller dans des univers très différents. Et puis ça m'amène aussi à travailler mon écriture de manière très différente. C'est très contraint d'écrire pour les enfants. Parce que par exemple, je ne peux pas écrire, quand j'écris un livre documentaire, comme celui-ci, par exemple, ce livre documentaire, je peux pas, je suis obligée, j'ai un nombre de signes, alors je peux pas faire des gros pavés de texte en fait, je suis obligée de réduire en fait mon écriture, et j'ai plein de contraintes mais qui sont intéressantes. En plus quand j'écris pour les enfants, quand je fais ce genre de livre, alors j'ai un co-auteur qui est un scientifique, parce que moi je suis pas scientifique, mais du coup on est dans un échange important et on s'apprend l'un l'autre des choses. Et en plus, quand je fais ce genre de livre, je définis aussi l'image. Dans mon album ici de fiction documentaire, quand je crée cet album, je ne fais pas juste écrire les textes en fait. Je définis ce qu'il va y avoir dans l'image. Donc je fais un descriptif de l'image, je fais une recherche, ce qu'on appelle une recherche iconographique. C'est-à-dire que sur Internet ou dans des livres, alors je vais essayer de ne pas tout faire tomber, dans des livres comme celui-ci, par exemple c'est un vieux livre sur la Seconde Guerre mondiale, et je prends des éléments, vous voyez, donc voilà, alors, il est un peu abîmé là, mais c'est des photos d'époque, et en fait je vais utiliser certaines photos que je vais, par exemple ici on a des panneaux d'indication à Paris qui est écrit en allemand, et je vais donner toute cette documentation à la graphiste qui va faire ce qu'on appelle dans notre langage un rough, c'est-à-dire qu'elle va essayer de positionner les images et dire ce qui doit apparaître dans l'image, et ensuite c'est l'illustratrice qui va réaliser l'image. Vous voyez par exemple, je vous ai montré les panneaux, et ici on voit ces fameux panneaux écrits en allemand et en français. Voilà. Donc c'est tout un travail de faire un livre pour les enfants et à la fois écrire le texte, mais avant il faut se documenter. Quand c'est du livre documentaire comme ça, très illustré, il faut imaginer l'image. Donc j'utilise plein de médias en fait. J'ai à la fois l'écriture, mais l'illustration. Et comme je crois que j'aime beaucoup l'image, mais je suis très très mauvaise pour faire du dessin. Donc quelque part, par procuration, il y a quelqu'un dessine. Donc en fait le livre jeunesse, mais vous pouvez vous en rendre compte quand vous en lisez, c'est que c'est une offre très très diversifiée, et du coup c'est passionnant à faire quand on est auteur ou éditeur. Les panneaux qui sont dans le livre ancien, vous avez pris les mêmes pour l'autre livre? Je pense que c'est pas tout à fait. Et puis dans ce livre-là, je les ai vus, mais je les ai aussi cherchés sur Internet et dans des documents d'époque, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir dans les documents d'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'apprend dans le livre, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français, sauf autorisation spéciale, mais n'avaient pas le droit de prendre des photos. Donc ils n'avaient pas du tout le droit. Et c'était que les Allemands qui pouvaient le faire, ou alors des personnes, il y a des photos très belles en couleur, de Zonka, je crois qu'il s'appelle, et en fait, mais c'est quelqu'un qui travaillait pour un journal qui collaborait, en fait. Donc il faut se méfier aussi des sources. Quand on fait, il faut se méfier, il faut savoir lire, il faut savoir d'où viennent les images qu'on veut utiliser.
On faisait des vélos, des voitures à cheval, enfin, on avait ressorti les vieux moyens de transport. Et puis il y avait des vélos taxis de formes très différentes et des fois un petit peu extraordinaires. Et le petit film que j'avais vu, c'était un film qui se voulait un petit peu rigolo en fait, mais c'était un film des actualités qui collaboraient en fait, et du coup ça donnait une ambiance de Paris occupé un petit peu sympathique où tout le monde pouvait s'amuser, alors qu'en réalité c'était pas si drôle que ça. Il y avait les queues, les gens souffraient de la faim, les gens avaient du mal à se déplacer, etc. Donc voilà, il y avait une volonté dans ces actualités qui collaboraient, qui était de montrer un Paris où tout se passait pas si mal. En fait, il n'y avait pas de soucis. Mais donc c'était biaisé en fait. C'était faussé, c'était un point de vue. Et ça, il faut le savoir en fait. Quand vous écrivez, à quoi faites-vous attention? Le style, l'orthographe et les idées? Je fais attention un peu à tout. Essentiellement, ce qui est le plus important, c'est les idées et le style pour moi. J'avoue que moi j'aime bien aussi faire très attention au style, à l'écriture, à la musique, de la langue, etc. L'orthographe, voilà, j'ai fait en plus des études de lettres, donc le français, donc du coup j'essaye de ne pas faire de fautes, mais en réalité c'est moins grave parce que de toute façon il y a des personnes qui vont relire et qui vont corriger, et puis même il y a les correcteurs d'orthographe, même si moi je suis très à cheval là-dessus, mais c'est pas le plus grave de faire des fautes d'orthographe. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire des fautes d'orthographe, mais qui peuvent écrire de très belles histoires et avoir un style et une écriture magnifique. Donc, et puis il y aura toujours des gens qui peuvent corriger les fautes. Mais moi j'essaye quand même d'être vigilante à l'orthographe parce que j'aime bien ça. Pourquoi, dans Les Enfants de la Résistance, les personnages sont-ils peu décrits physiquement? Alors, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. J'avoue que j'y avais pas trop pensé. Donc ça a dû un peu m'échapper. Ce à quoi je pense, c'est que effectivement j'ai décrit Lisa physiquement. Je pense que je ne pouvais pas décrire François parce que c'est lui qui parle et il ne peut pas se décrire. Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, ou alors il va être très très narcissique s'il se dit je suis un beau garçon, un peu rouquin, qui fait telle taille, etc. Ça ne marchera pas dans le récit. Et puis il y a des personnages que je vais peut-être décrire davantage. Je pense que je me suis aussi peut-être un petit peu reposée sur le fait qu'il y a des images. On reprend dans le roman, on reprend 50 images extraites de la BD. Et donc les personnages de François, de Zeb, de Lisa, etc., les parents, tout le monde, on les voit en fait dans le roman. Donc c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas attardée à trop décrire les personnages. Quand vous écrivez, faites-vous un plan? Et connaissez-vous votre histoire avant de commencer à écrire? Alors oui, je fais un plan quand j'écris, quand j'adapte la bande dessinée des Enfants de la Résistance. Je fais effectivement un plan, que dans notre jargon on appelle un synopsis, parce que dans la bande dessinée, en fait, qui est ici, la bande dessinée, en fait, ce sont des planches. Ce sont des planches qui se succèdent continuellement, en fait, ça ne s'arrête pas. C'est tout le temps à la suite, comme ça s'enchaîne. Alors que dans un roman, en tout cas dans le type de roman que j'écris, il y a des chapitres. Donc il faut que je crée des chapitres en fonction, et j'essaye de voir comment les épisodes, parce que malgré tout il y a une succession, mais il y a des épisodes, donc j'essaye de voir quand ça commence, quand ça s'arrête. Et c'est en fonction de ça que je définis mon chapitre. Je lui donne un nom à ce chapitre, donc une sacrée gifle, la patrouille allemande, etc. Et j'indique à l'intérieur ce que je vais raconter. Je résume rapidement l'épisode qui va se dérouler à l'intérieur de mon chapitre. Voilà, donc ça c'est mon plan. Ce plan qui va être, comme je l'ai dit précédemment, qui va être validé par Vincent Dugommier. Et évidemment, ici, dans ce cadre-là,
je connais l'histoire, puisque je m'inspire, j'adapte la BD. Après, parfois, c'est au fil de l'écriture qu'il y a des idées qui vont arriver, que je vais me dire, tiens, je vais raconter ça autrement. Voilà, c'est vrai que tu résumes dans le plan, mais parfois, la façon de raconter les choses, décider de mettre l'accent sur telle ou telle chose, une idée, une petite invention sur tel ou tel sujet, ça va plutôt arriver au fil de l'écriture. En fait. Voilà. Donc je connais évidemment le récit, puisque c'est la bande dessinée. En plus, j'ai fait mon plan, donc en gros, je sais ce que je vais dire. Mais malgré tout, tu as des surprises quand tu écris, parce qu'il y a des idées qui arrivent, où tu te dis, bah, tiens, c'est très bien de mettre ça en avant, ou de trouver comment motiver les choses, ou comment les relier ensemble. Tu vois, parce que la BD, en fait, parfois les choses se succèdent, où il y a ce que j'expliquais, en fait, dans une bande dessinée, il peut y avoir entre deux cases, il peut y avoir des ellipses. Donc on peut passer, j'ai essayé par exemple ici, on a c'est l'Exode, donc on est dans le récit avec les personnages, on a François, le papa, qui demande en fait des nouvelles aux personnes qui sont en train de fuir, et puis juste à côté, on a une scène de combat. Donc là, on passe de l'une à l'autre, sans être au même endroit, ni à la même période, et voilà, et on comprend très bien, il n'y a pas besoin de plus d'explications. Alors que moi, dans un roman, je suis obligée, en tout cas un roman pour les enfants, voilà, qui veut toucher un maximum de lecteurs, je suis obligée de créer des liens. Donc j'écris de façon à ce que les choses s'enchaînent le plus aisément, le plus facilement possible. Et parfois, je trouve j'invente des choses, ou je trouve des articulations, où je motive des choses pour qu'elles s'enchaînent. Vous inspirez-vous de vos proches pour créer les personnages? Je ne crée pas les personnages, puisque j'adapte la bande dessinée où les personnages existent déjà. Donc je n'invente aucun personnage. Après, je peux m'inspirer, je peux imaginer, je peux ressentir la façon dont ils vivaient à cette époque, soit en m'imaginant, je me transporte je me transforme, je prends la peau d'un petit garçon de 13 ans et j'essaye de me dire mais comment j'aurais pu réagir si on m'avait annoncé que c'était la guerre, si j'avais vu une corde d'exilés comme ça prenant la route. Donc je m'inspire, et puis c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais j'ai mon père qui était né en 1938, qui a vécu dans un village, et il m'a raconté un petit peu sa vie dans le village, et du coup, ça, je peux essayer de m'inspirer un petit peu de la liberté de vivre, en fait, de cette liberté d'enfant dans un village de campagne à cette époque ou un peu plus tard, qu'il a pu ressentir. Et je peux m'inspirer de ça, en fait, plus de la liberté que pouvaient avoir des enfants à cette époque dans un village. Et c'est vrai que François, et c'est vrai que souvent, j'essaye de demander aux enfants, aux lecteurs, d'ailleurs je pourrais vous demander, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ces aventures en fait de ces trois personnages. Parfois, moi, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'ils étaient libres. En fait, ils faisaient plein de choses. C'est un peu, ils vivaient des aventures librement. Je m'inspire en fait de cette liberté, en tout cas que mon père m'a raconté de sa vie d'enfant à la campagne. Et je pense que c'est ce qui peut aussi fasciner, alors il faudrait que vous me le disiez, mais c'est ce qui peut peut-être fasciner les jeunes lecteurs, de voir ces personnages qui sont libres, qui prennent l'initiative, qui se baladent, alors ici pas encore, mais plus tard en vélo, dans la campagne, etc. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous inspire ces personnages? Moi, ce qui m'a marqué sur les personnages, c'est qu'ils restent tous, surtout François et Eusèbe, ils acceptent Lisa
malgré qu'elle soit allemande, alors qu'ils auraient très bien pu. Les parents, ils l'ont mis. Les parents de François, ils l'ont pris. Ils l'ont pris, mais François et Eusèbe, ils auraient très bien pu ne pas l'aimer et de la rejeter au lieu de s'en occuper et de leur apprendre le français et leur apprendre plein d'autres choses. Ouais. Donc toi, c'est plus cette idée de bienveillance de la famille qui intègre cette petite fille abandonnée malgré sa différence et le fait que, entre guillemets, elle appartient au peuple ennemi, en fait. Oui, Ouais. C'est une manière de vivre qu'on n'a plus. Et c'est vrai que, par exemple, pour des enfants des villes, ou de sortir tout seul, même d'aller retrouver des copains ou de jouer dans la rue comme ça, c'est quelque chose qui n'existe presque plus. Enfin bon, il y a certains enfants qui vont peut-être aller au square, tout ça, mais il y a quand même toujours la présence, souvent en tout cas, la présence des parents, ou ça va être à la maison. Et là, ils sont très libres, ils peuvent aller, et puis même ils participent à la vie de la ferme, ils travaillent avec les parents, et voilà, c'est une manière de vivre qui est totalement différente que celle des enfants d'aujourd'hui. Moi, je trouverais ça bien et pas bien parce que avoir la guerre, c'est pas une chose géniale, c'est pas un jeu. Mais après, avoir une liberté comme ça, maintenant, ça évolue et on n'est plus sûr de rien, on n'est plus très en sécurité. Alors que là, même s'il y avait la guerre, ils étaient quand même libres et les parents, ils les laissaient la journée. On était plus en sécurité, quoi. En même temps, c'était aussi la guerre et que la sécurité, elle n'était pas là. Mais c'était un rapport entre les parents et les enfants qui était de toute façon, je pense, différent, sans aucun jugement. Hein. Il y avait sûrement des choses bien, des choses pas bien. Et puis en plus, il y avait des variétés par rapport à... Il y avait des parents aimants, d'autres qui ne l'étaient pas, comme mais c'est vrai que je pense que le rapport entre les enfants et les parents pouvait être un petit peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est certain. Quels sont vos projets actuels d'écriture ? Alors, mes projets actuels d'écriture. Je suis en train de novéliser, donc d'adapter une bande dessinée en roman. Alors, je ne sais pas si je peux dire, comme c'est pas encore sorti, des fois il y a des histoires de secrets, de confidentialité. C'est une BD, je ne sais pas si j'ai le droit, mais bon, on va dire que oui, les libraires ils sont déjà au courant, c'est les Sœurs Grémillet. Donc je suis en train d'adapter la bande dessinée des Sœurs Grémillet. Et il y a 2 tomes qui vont sortir au mois de septembre. Voilà, et puis après je suis sur un autre projet qui a trait à l'histoire. Alors c'est pareil, il y a toujours les problèmes de confidentialité. Je ne sais pas trop si je peux dire. Donc on va dire, je vais essayer de résumer rapidement, sans en dire trop. C'est un cherche-et-trouve et c'est sur l'évolution, c'est compliqué, de la vie quotidienne, on va dire de la vie quotidienne à travers 100 ans. Voilà. Donc ça c'est mes gros projets du moment. Je fais un tout petit peu d'édition. Donc je fais un suivi éditorial de polar islandais pour les petits. Et puis j'écris aussi régulièrement des petites BD qui parlent d'animaux. Ça c'est pour la presse en fait. Voilà, en gros. Et puis après je réfléchis à d'autres idées de projets à soumettre à des éditeurs. Alors nous sommes en direct avec les artistes élus par l'ensemble du collège Plus belle affiche slogan en l'honneur de Cécile Jugla qui est venue rencontrer ses lecteurs à propos de la novélisation de la bande dessinée Les enfants de la résistance et nous sommes avec les artistes donc qui vont nous expliquer leur travail. Alors Joyce. Du coup, nous, on a voulu faire cette illustration parce que là, c'était les trois enfants qui résistent, dont on parle dans le roman, avec le personnage principal au milieu, donc François, et puis Lisa, celle de chaque côté, et aussi les drapeaux nazis en haut.
Et les avions qui partent Bleu, de blanc, l'océan, rouge. ils lâchent des couleurs bleues et blanc et rouge. D'accord. Et alors, le fameux slogan qui va donner à tout le collège envie de lire Les enfants de la résistance. Plongé dans la passionnante aventure de 3 enfants qui luttent contre le nazisme. La joie, la tristesse, la peur et l'inquiétude vous envahiront au fil de la lecture de ce roman. Parviendront-ils à survivre entre tous les soldats allemands? Et citer les lauréates de cette superbe affiche. Et je trouve que graphiquement, elle est très très forte. J'aime beaucoup les visages là, les gros plans sur les visages, mais c'est vrai qu'au niveau de la symbolique, les avions avec le drapeau français, c'est fort. Et puis ouais, non, je trouve qu'il y a une vraie force graphique à votre affiche. J'espère qu'elle va donner envie à de nouveaux lecteurs de lire ce roman. Alors, Bravo à vous. nous remercions Agnès, l'entreprise Giffard, qui nous a fait cadeau de cette affiche. Et puis, nouveau jeu au CDI. Il va savoir, il s'agit maintenant de trouver à qui sont les mains qui tiennent l'affiche. Il y avait le porte-drapeau, il y a le porte-affiche maintenant. Bravo aux artistes. Réponse au grand jeu. Il fallait trouver Monsieur Meunier. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'adaptatrice? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est de pénétrer un univers, en fait, l'univers des enfants de la résistance que je trouve passionnant, parce que je trouve que c'est une BD qui est vraiment très réussie, qui raconte de façon très très précise, en fait, cette période de l'occupation et puis la résistance et comment petit à petit elle s'est formée et quelles étapes en fait elle a franchi. Donc ça, ne serait-ce que pour entrer dans cet univers. Et puis ce qui est intéressant, c'est que mon travail d'adaptatrice, c'est comme un travail de traduction, c'est comme quand on adapte un roman et on en fait un film. En fait, la BD et le roman, c'est 2 langages différents. Et il faut que j'arrive à utiliser les outils du langage de romanesque pour traduire au mieux ce qui a été fait en bande dessinée. Donc il y a beaucoup de contraintes. Et en même temps, j'ai aussi une possibilité de créer des choses, de travailler sur l'écriture. Et je pense que c'est tout le travail d'écriture aussi qui me plaît énormément. On a demandé au public quel est le personnage qu'il a préféré dans Les enfants de la résistance. Tim, Lisa. pourquoi? Parce que elle est allemande et c'est dur pour elle qu'elle parle pas français et elle a perdu ses parents, ils sont morts. Parce que ça m'a ému qu'elle soit déjà jetée d'une voiture, puis qu'elle parle pas français et qu'elle dise pas tout de suite qu'elle était allemande et qu'on sache plus tard dans l'histoire. Et que tout le monde a essayé de l'aider pour qu'elle retrouve sa famille. Surtout Euseb et François qui l'ont aidé. Puis les parents de François l'ont accueilli. Enfin, ses parents, ils ont fui l'Allemagne parce qu'ils n'aimaient pas Hitler et ce qu'il enseignait aux jeunes. Et en partant, il y a eu des bombardements et ils sont morts. Et du coup, elle était toute seule. Et du coup, après, il y a quand même des gens qui ont essayé de l'aider, qui l'ont amené jusqu'au village de Pontal-l'Écluse. Et après, ils l'ont éjecté de la voiture. Je sais pas ce que j'aurais pu en mettre. Bien sûr. Je suis restée sur place, je pense. Et après, je sais pas. Mais c'est triste parce qu'après, du coup, elle parle pas français. Elle est dans un village toute seule. Elle connaît personne. Alors c'est vrai, toi tu nous as dit que ton personnage préféré, François, et eux quand on a fait le bilan sur les affiches, et beaucoup, alors Lisa et François, il apparaît bien sûr, mais il semble avoir eu une moindre importance que Lisa. C'est amusant parce que en fait, j'aurais imaginé que François il y aurait eu plus d'adhésion au personnage de François dans la mesure où c'est lui qui raconte l'histoire et qu'on peut en savoir un petit peu plus sur lui. Mais en fait, dans la vie, en fait, les événements que vit Lisa,
ça vous a beaucoup plus touché, en fait. Vous avez été interpellé par ce qu'elle vivait. Et vous êtes imaginé, je pense que vous êtes vraiment projeté dans ce personnage pour être touché à ce point-là, il me semble. Alors après, il faut lire la suite parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent être un petit peu difficiles. Tim? C'est ce que j'allais dire pour lire les autres tomes parce que peut-être que du coup ce sera pas Lisa mais ce sera François ou même Eusèbe. Mon personnage préféré, moi c'était Henriette parce que ça m'a choqué que elle ait été prise pour déblayer le canal alors que elle était blessée, beaucoup blessée. Du coup ça m'a choqué et voilà. Moi mon personnage préféré c'est François. Parce que même dans les moments où tout va mal, il a encore la joie de vivre. Il leur donne le sourire. Tout à fait. Pour toi, c'est un personnage positif, c'est ça? Et c'est ça que tu aimes? Mon personnage préféré c'est Eusèbe car c'est un ami de François et il a presque le même caractère de François. Il est toujours un peu moins courageux que François, mais toujours courageux pour réussir les actions de François. Nous, parce que lui, il ne veut pas suivre François au début. C'est François qui l'incite à faire de la résistance. Zeb, c'est plus le personnage qui est un peu peureux de l'histoire, en fait. Alors que Zeb, c'est le courageux. François? Oui, François, c'est le courageux. C'était bien de commencer qu'il soit peureux, puis qu'il devienne Et qu'il courageux. évolue. Eusèbe, il évolue beaucoup et il devient de plus en plus courageux dans les actions que fait François. Oui, il y a des fois, il dit à François, t'inquiète pas, c'est moi qui vais les faire, je peux très bien assurer ça. Moi, j'ai lu aussi les tomes et il devient plus courageux. Et puis ce qui est intéressant en fait dans l'histoire de Vincent Dugommier, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que les personnages ils grandissent. Et on les voit qui évoluent. Au début ils ont 13 ans et puis ils grandissent au fil des années qui passent. Et donc ils font plus les mêmes choses. Au début ils vont tous à l'école ensemble et puis après ça va changer. Pour diverses raisons, alors je peux pas tout raconter parce que sinon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et puis les relations aussi, parce que ça va devenir des ados de 15-16 ans, donc les relations entre eux vont changer, ça va, voilà, je peux pas déplorer, mais c'est vrai que du coup, ça je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a la psychologie des personnages, où parfois il y a des éléments qui restent un petit peu prégnants. François, ça va toujours être le leader qui a toujours envie de faire, etc. Enfin, avec des moments d'hésitation, mais voilà. Et puis, Eusèbe, effectivement, il est à la fois timoré, il est à la fois peureux, mais il est aussi plus raisonnable et raisonné. Donc parfois, alors qu'on peut avoir moi en tout cas, c'est comme ça que je les vois, on peut voir un François qui peut être très partant, mais en fait, ils sont très complémentaires les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est un super trio. Et ce qui est chouette, effectivement, c'est de les voir qui grandissent et qui se retrouvent confrontés aussi à des problématiques de leur âge au fur et à mesure des années qui passent. Et ça, c'est très, très intéressant aussi. Quelque chose qu'a fait Vincent qui est, je trouve, très, très malin.